Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 29 mai, 71 jours depuis le début du confinement et 53 jours que le jeune ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a pris ses fonctions. Il n'a pas vraiment eu le temps de s'acclimater, qu'il est déjà passé à l'action. Le 1er mai dernier, Othman Firdaus débloque un peu plus de 13 millions de dirhams pour un fonds action culturelle. Ce déblocage est en réalité un paiement des arriérés de subventions. Mais ce ne sont pas les dossiers qui manquent sur le bureau du nouveau ministre. Il a d'ailleurs promis d'autres soutiens pour les acteurs de l'art et de la culture. Et avec la Covid-19, leur situation est littéralement critique. Selon une estimation de la Fédération des industries culturelles et créatives affiliées à la CGEM, l'impact économique de cette crise sur le secteur s'élèverait à 2 milliards de dirhams. Nous recevons en première partie d'émission la présidente de la Fédération, Neila Tazi, qui partagera avec nous sa vision de l'économie de la culture ou comment faire de la culture un levier pour le nouveau modèle de développement. En seconde partie, nous recevons le spécialiste de la politique de change, Omar Bakou, pour évoquer les risques qui pèsent sur nos réserves en devises et les leviers à activer pour les sécuriser. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Pas de concerts, d'expos, de festivals et les tournages sont à l'arrêt, les théâtres fermés. Aucune manifestation culturelle depuis des mois. Le point avec Anissa Raouf. Parmi les secteurs les plus affectés par l'impact du coronavirus, le secteur culturel. Il subit de plein fouet les effets de l'interdiction des rassemblements de masse et l'annulation des événements. Jeudi 5 mars, une circulaire du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports annonce que l'ensemble des événements, colloques, rencontres culturelles ou sportives impliquant des personnes venant de l'étranger étaient interdits d'organisation par crainte de contagion du coronavirus. La même circulaire indiquait que toutes les manifestations rassemblant du public de nationaux dépassant 1000 personnes et organisées dans des espaces clos ou confinés étaient également interdites. Ce fut le cas évidemment des festivals d'animation ou de musique comme Mawazine à Rabat, Timitar à Agadir ou encore celui des musiques sacrées de Fès. Certains d'entre eux drainent jusqu'à 2 millions de personnes sur plusieurs jours. Un désastre pour le secteur culturel, entièrement à l'arrêt depuis plus de 2 mois et jusqu'à nouvel ordre. Une situation qui a poussé la Confédération marocaine des organismes artistiques et culturels professionnels a lancé un appel pour une stratégie publique de la culture et de l'art, un cri de détresse face aux conséquences sociales et économiques prévisibles de la pandémie et du confinement. Et notre première invitée depuis Casablanca par Skype, la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives, également parlementaire de la CGEM. Bonsoir Neila Tazi. Bonsoir Khadija et bonsoir à tous les téléspectateurs d'EcoActu. Question éco, mais bon, c'est l'actualité de l'économie en effet en ces temps de coronavirus. Alors, selon l'enquête de la CGEM, il y a une baisse de chiffre d'affaires du secteur de 62%. Quels sont les impacts directs, mais surtout et aussi indirects de la crise sur tous les acteurs des industries? Alors, avant toute chose, je souhaiterais commencer par vous remercier pour l'invitation et pour d'aborder cette question, ce sujet qui est très important. Et également, je voudrais féliciter, me joindre ma voix à toutes celles et ceux qui ont félicité le Maroc, les Marocains, le gouvernement, sous la conduite de Sa Majesté, pour la manière dont cette crise a été gérée. Voilà, notre santé a été préservée, notre économie aussi, je l'espère. En tout cas, toutes les mesures sont prises pour répondre le plus efficacement possible à cette crise inédite. Le secteur est très sévèrement touché. C'est un grand choc sur le secteur des industries culturelles, créatives et événementielles, parce que bien sûr, c'est le premier secteur qui est arrêté. C'est le premier secteur qui est totalement stoppé, avec aucune visibilité sur quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre. À savoir que nous allons devoir attendre de connaître quelle est la stratégie de déconfinement et quelles seront les mesures qui vont être prises pour pouvoir aussi reprendre les activités avec des guides, des mesures de distanciation, des dispositions pour protéger tous ces flux de public, que ce soit sur des manifestations culturelles, événementielles, corporates, institutionnelles. Voilà, tous ces métiers qui font les métiers des industries créatives, culturelles, événementielles.
Donc je vais vous donner quelques chiffres pour que vous ayez une idée. C'est plus de 100 000 emplois qui sont touchés, qui sont fortement menacés, fragilisés, parce que c'est plus entre 3 et 6 mois de manque total d'activité. Donc je vous laisse imaginer, l'impact sur toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur, sur toutes ces entreprises. C'est plus de 1 000 entreprises, 100 000 emplois et puis comme vous l'avez annoncé en introduction de cette émission, c'est une estimation de perte d'activité sur cette période qui s'élève à plus de 2 milliards de dirhams. Très bien. Alors, Neila Tazi, une semaine que le plan de relance de la CGEM a été présenté devant le comité de veille économique. Comment ce plan va-t-il être décliné selon les différents acteurs justement de ces industries créatives et culturelles? Alors, nous avons effectivement travaillé sur un plan de sauvegarde et de relance en 2 temps, parce qu'évidemment, il faut répondre à des problématiques immédiates et puis il faut penser l'avenir, parce que cette crise, comme pour d'autres secteurs, pour nous tous, c'est l'occasion aussi d'opérer une remise en question, de voir ce qui ne va pas et d'accélérer des réformes. Et ce secteur est un secteur qui a vraiment besoin de beaucoup de réformes et nous accueillons très favorablement la nomination de Othmane Firdaus à la tête de ce ministère parce que nous avons besoin d'une personnalité qui va prendre en main ce secteur avec beaucoup de dynamisme, beaucoup d'engagement et beaucoup de volonté. Alors, et en plus, aujourd'hui, nous sommes dans une configuration où nous avons un ministre qui est en charge de plusieurs secteurs, la culture, la communication, la jeunesse et les sports, en sachant que les industries créatives sont à la limite entre le monde social et le monde économique, puisque justement ce sont ces activités qui créent ce lien social, ce lien nécessaire et aussi qui est aussi au cœur de beaucoup de secteurs très importants tels que le tourisme. Il faut savoir que le tourisme et tout ce qui touche aux industries culturelles, créatives, événementielles sont des secteurs extrêmement liés. Et d'ailleurs, nous tenons presque 2 fois par semaine des réunions avec des opérateurs touristiques, les CRT, les conseils régionaux du tourisme, dans différentes régions pour voir comment on peut faire avancer nos idées ensemble parce que nous serons beaucoup plus forts ensemble. Donc, notre plan, évidemment, et je ne vais pas pouvoir le détailler ici, mais très globalement, il y a 34 mesures. Il y a 2 ensembles de mesures. Il y a des mesures immédiates, pardon, et des mesures à long terme, comme je l'ai dit. Et puis, il y a des Quelques-unes mesures... peut-être, juste pour qu'on ait une idée concrète, Neila Tazi, quelques-unes des transversales et celles justement qui sont ciblées par filière. Alors, il y a des mesures transversales et des mesures par filière. Les mesures transversales, elles sont évidemment basées sur un principe qui est très important de rappeler, c'est qu'au cœur de ces industries, il y a des créateurs et des techniciens et des professionnels qui sont souvent des travailleurs indépendants et qui ont une situation aujourd'hui qui se révèle extrêmement injuste parce que leur statut aujourd'hui, quand on regarde la manière dont le découpage a été fait dans la distribution des aides monétaires, aujourd'hui on réalise que tous les opérateurs de ce secteur, hormis les entreprises, sont finalement considérés comme des travailleurs de l'informel. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles il va falloir travailler au-delà des mesures urgentes, c'est-à-dire accélérer des réformes, les lois, l'outil législatif, parce qu'il y a des lois aujourd'hui, il suffit simplement d'étendre le statut de ces travailleurs indépendants, comme beaucoup d'autres travailleurs indépendants, pour les intégrer dans la couverture sociale et les filets sociaux. Très Voilà, bien. mais aujourd'hui, ils en sont exclus. Il y a des mesures donc pour aussi permettre à tous ces professionnels de travailler pour ne pas être laissés de côté pendant cette période de reprise qui, à mon avis, va durer probablement, dans le meilleur des cas, on va pouvoir reprendre en septembre et puis peut-être en 2021 dans un cas un petit peu plus difficile. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, il faut pouvoir les soutenir dans cette période pour qu'elles puissent créer, pour qu'elles puissent travailler sur des projets, pour qu'elles puissent se préparer pour la reprise. Il y a des mesures pour les entreprises. Les entreprises, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 1 000 entreprises, c'est des emplois qu'il faut préserver, c'est des emplois qu'il faut soutenir. Et notre demande, notre souhait qui a été émis auprès du gouvernement, c'est que notre secteur soit exonéré des charges sociales sur les salaires pour préserver les salaires des personnes qui travaillent dans ces secteurs parce qu'elles sont extrêmement fragilisées. Il y a également pourvu tout de même que les entreprises justement déclarent tous justement leurs prestataires ou leurs collaborateurs. Brièvement, si on pouvait juste peut-être finir sur ce point des mesures, Neila Tazi, pour passer peut-être aux aides ou surtout les alternatives urgentes et impératives pour le moment.
Donc, les mesures, c'est un grand fonds de relance Mmh. pour répondre aux besoins des professionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est des mesures en direction des entreprises avec l'exonération des charges. Et puis, c'est ensuite des mesures par filière adaptées que je ne pourrais pas détailler, mais qui sont extrêmement bien réfléchies pour pouvoir accompagner chaque secteur sur les difficultés auxquelles il est confronté. Alors, parlons à présent pour l'après-Covid, en étant bien sûr très optimiste pour cette période d'après-Covid. Il est question depuis ces assises, n'est-ce pas, des industries créatives et culturelles qui se sont tenues en octobre dernier, de créer une véritable économie de la culture. Est-ce qu'on a avancé déjà depuis octobre dernier, mais aussi comment envisager l'avenir sur la base de ce qui a été proposé dans le plan de relance et sur ces assises-là? Écoutez, les assises, elles ont été tenues en octobre dernier et elles viennent aussi dans la logique des choses. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'il y a au Maroc un énorme potentiel. Nous le savons, mais nous n'avons pas réussi à le laisser se déployer. En 2016, le Conseil économique et social a émis un avis avec des recommandations pour développer une économie de la culture. Et c'est sur la base de cette réflexion que nous avons décidé d'organiser ces assises qui ont abouti à un ensemble de recommandations. Il y a aujourd'hui au Maroc une vision royale qui est très forte pour la culture. Mais il faut un portage politique. Il faut que nous arrivions à transformer et à faire en sorte que cette vision se transforme en disposition, en volonté politique. Il faut qu'il y ait un portage politique de cette vision. Alors, le but de ces assises, c'était justement de réunir les opérateurs du secteur et tous les secteurs qui sont concernés, le tourisme, les affaires étrangères, l'intérieur, l'éducation nationale, pour discuter de comment dynamiser ce potentiel qui est là, qui s'offre à nous, mais qu'on n'arrive pas à transformer véritablement. Et je pense que cette crise va quelque part avoir aussi des effets positifs et des enseignements, c'est de nous révéler que, parce qu'on l'a vu ailleurs, aujourd'hui on ne parle que du Made in Morocco, on a vu la question des masques, on a vu sur les respirateurs, on a vu sur beaucoup de sujets que le Maroc a un potentiel extraordinaire qui est souvent méconnu et pas suffisamment pris en considération. Et le secteur des industries culturelles, créatives, événementielles en fait partie. Ces Oui. synergies, il faut les mettre en œuvre et il faut essayer d'aller plus vite. Je rappelle que dans le monde, c'est un secteur qui pèse 3% du PIB et 30 millions d'emplois. Et je vous laisse imaginer qu'est-ce que nous pourrions faire au Maroc si nous prenions conscience de ça et s'il y avait une véritable volonté politique dans cette direction. Nous allons passer rapidement aux questions des internautes, si vous le permettez, Naïla Tazi. Tout d'abord, celle de Mehdi via Facebook. Comment pouvez-vous procéder à une intégration efficiente? Et cela, d'ailleurs, va dans le sens de l'autre question de vos dernières réponses. Une intégration efficiente du monde culturel et surtout créatif dans le modèle de développement actuel au Maroc, en tout cas voulu, hein, sur lequel nous... Et tout à fait, ça rejoint la dernière question que nous avons abordée, à savoir qu'il faut préparer l'avenir. Aujourd'hui, nous pensons que la chance d'avoir justement un ministre comme Atmal Firdaus qui gère ces départements, c'est d'arriver à travailler sur deux stratégies parallèles. Une stratégie en direction, en fait, une stratégie culturelle sociale et une stratégie d'industrie culturelle et créative. La première qui va en direction des jeunes pour leur donner accès à la culture, leur donner la possibilité de s'épanouir à travers la culture, de découvrir le monde de la culture. Et ça, c'est très important pour leur épanouissement. Ils seront les créateurs de demain, ils seront les consommateurs culturels de demain, et donc ils accompagneront le développement de cette économie de la culture. Le second axe, c'est développer les conditions et l'écosystème pour une industrie culturelle créative forte, parce que nous avons des formidables talents dans tous les domaines, le cinéma, littérature, musique, mais malheureusement, ils ne trouvent pas les conditions favorables pour aller jusqu'au bout de ce qu'ils sont en mesure d'offrir à leur pays et à eux-mêmes. Et vous avez également répondu à une question de Youssef qui se posait que la culture, déjà parent pauvre du paysage marocain, a perdu toute chance de s'ériger en industrie à grande valeur ajoutée. C'est exactement ce que vous expliquez. Dernière question, celle de Yasmine. Pour le cinéma et les tournages de publicité, une information non officielle est parvenue déclarant que le CCM, le Centre cinématographique marocain, ne délivrerait pas d'autorisation de tournage dans l'immédiat, tout de suite, et que l'on devrait encore attendre. Il est impossible d'avoir une information claire. Quel est le soutien qu'apporte cet organisme aux professionnels du cinéma en ces temps de crise?
Non, je pense que cette question-là, elle fait partie de l'ensemble des questions qui doivent être précisées et qui vont arriver dans les prochaines semaines, à savoir au fur et à mesure que les choses se préciseront sur l'évolution de la pandémie, nous arriverons à mettre en place le calendrier et les conditions de travail propres à chaque filière, sachant que chacune des filières travaille sur des propositions. Aujourd'hui, nous devons être une force de proposition pour donner au pouvoir public des guides qui vont accompagner le déconfinement de nos métiers. Un tournage, c'est au minimum 50 personnes sur un plateau. Donc, évidemment, il faut être en mesure de dire quelles sont les personnes qui sont indispensables, celles qui peuvent absolument ne pas nécessairement assister au tournage, en tout cas, et des mesures sanitaires, tout ce qu'il faut pour pouvoir rassurer les pouvoirs publics, rassurer les acteurs qui travaillent dans ce domaine, Oui. que ce soit dans le cinéma ou dans d'autres filières qui ont également besoin de l'ensemble de ces mesures et sur lesquelles nous devons être une force de proposition. Et pour justement construire un avenir structuré de l'écosystème culturel au Maroc. Merci beaucoup, Neila Tazi, d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci Khadija. Voilà, c'est la fin de la première partie. Restez avec nous. Baisse des exportations, d'arrivée de touristes ou transfert de dividendes des investissements directs étrangers. À cause de la Covid-19, les recettes en devises accusent le coup, mais la situation n'est toutefois pas préoccupante et reste sous contrôle pour le moment. Quid des réserves de change au Maroc avec Anissa Raouf. C'est l'une des préoccupations économiques du Maroc, la baisse des réserves de change. Si le niveau de ces réserves n'est pas encore jugé alarmant, il continue de connaître un recul significatif puisque les principales sources de devises pour le royaume, comme le tourisme, les investissements directs à l'étranger, les secteurs exportateurs et les transferts des Marocains résidant à l'étranger, sont toujours impactés par le coronavirus. À fin avril, Banque El Maghrib estimait que les avoirs officiels de réserve, les AOR, représentaient 6 mois et 11 jours d'importation de biens et de services. Même constat du côté de l'agence de notation internationale, Fitch Ratings, qui prévoit toutefois à 2,4 milliards de dollars les pertes pour le royaume. Mais en prévision d'une baisse encore plus significative, le Parlement marocain a récemment autorisé l'exécutif à dépasser le plafond des financements extérieurs fixé par la loi de finances 2020. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, cette procédure de dépassement du plafond de financement extérieur s'inscrit dans le cadre des mesures urgentes entreprises pour la lutte contre les impacts négatifs du coronavirus sur l'économie nationale. Après avoir tiré près de 3 milliards de dollars de la ligne de précaution et de liquidité auprès du FMI, le Maroc est en pourparlers avec ses partenaires extérieurs pour drainer de nouveaux financements. Depuis Casablanca par Skype, l'économiste et spécialiste de la politique de change, Omar Bakou. Bonsoir Omar Bakou. Bonsoir Khadija. Alors, tout d'abord, comment le Maroc peut-il assurer l'équilibre entre les recettes et les dépenses en devises, en ces temps de crise bien sûr? Bon, il y a d'abord les stabilisateurs automatiques, parce que la baisse des exportations et la baisse de la production d'une manière générale va engendrer une baisse des importations, déjà. Et on se rappelle de la situation de la crise, par exemple, de 2008. En 2009, il y a eu une baisse importante des exportations qui était un peu de l'ordre de plus de 25%, mais il y a eu parallèlement une baisse des importations. Donc il y a ces stabilisateurs automatiques qui vont jouer, mais il y a également toute la politique volontariste publique menée par l'État, notamment à travers cette ligne de précaution et de liquidité qui a été déjà tirée, et en deuxième lieu à travers les emprunts extérieurs et d'autres mesures qui peuvent toucher différents secteurs, etc. Est-ce que vous pensez que les importations pourraient repartir à la hausse justement après une reprise totale ou en tout cas majoritaire pour les activités économiques? Non, il y a d'abord d'abord la baisse des prix des produits énergétiques qui est très importante, donc qui va exercer un impact très important sur les importations. Mais pour la reprise des importations, je ne pense pas qu'elle va reprendre. De toute façon, elle sera corrélée à la production et à nos exportations. Et de toute façon, vu ce contexte et vu bien sûr les
les difficultés qui vont surgir pour reprendre l'activité d'une manière normale, il y aura certainement une baisse des importations. Omar Bakou, Banque le Maghreb a adopté la semaine dernière les avoirs officiels de réserve, les AOR, comme unique indicateur de suivi des réserves de change. Pourquoi déjà maintenant? Et aussi, quid des réserves internationales nettes ou ce qu'on appelle aériennes? Pourquoi maintenant? Je pense que ce n'est pas, je dirais, explicitement lié à la, même implicitement, c'est-à-dire à ce contexte, parce que bien sûr, Banque le Maghreb, dans le cadre, comme tous les organismes publics marocains, dans le cadre de leur processus d'amélioration de la production de la communication statistique, il y a toujours des aménagements et des ajustements qui sont faits. Maintenant, la décision qui a été prise est, à mon sens, la plus pertinente, parce que les avoirs officiels de réserve, c'est l'indicateur descriptif, c'est-à-dire qui montre les avoirs liquides à la disposition de l'État, donc qui sont chez la Banque centrale, mais la Banque centrale appartient de l'État pour faire face à des déséquilibres du marché de change. Maintenant, c'est-à-dire pour les critères analytiques, donc on peut bien sûr approcher ces avoirs de réserve aux importations, aux engagements du Maroc d'une manière générale à court terme pour pouvoir tirer des indices et des indicateurs susceptibles d'appréhender, je dirais, la résilience de l'économie marocaine et ses capacités de faire face aux chocs externes. Alors, pour faire face justement aux chocs externes et sécuriser les réserves, que faut-il faire? Quels sont les leviers à adopter et à déclencher? Comme je l'ai dit, vous savez, l'économie marocaine est déjà une économie assez flexible parce que nous avons quand même traversé une trajectoire assez importante qui était un passage durant toute la politique qui a été menée durant les années 80 et les années 90 pour donner plus de capacité au secteur privé, donc à pouvoir, je dirais, se développer, etc. Et en même temps, il y a eu toute l'activité, tout le travail, je dirais, au niveau du redressement des comptes publics et de je dirais, l'assainissement de la politique budgétaire et la politique monétaire. Donc, nous avons une capacité d'une manière globale, donc de flexibilité globale de l'économie. Maintenant, sur les leviers qui peuvent être mis en place, comme je l'ai dit, il y a d'abord les avoirs de réserve qui peuvent jouer un rôle en cas de déséquilibre sur le marché de change entre les recettes et les dépenses. Et aujourd'hui, nous avons un matelas, je dirais, assez confortable qui dépasse de loin le seuil psychologique utilisé qui est de 3 mois. Il y a également les emprunts extérieurs et d'autres actions qui peuvent être menées à travers, je dirais, sectorielles, etc., peut-être pour abaisser je dirais, les importations, les faire baisser. Également, il y aura d'autres actions sectorielles. On parle par exemple de l'amélioration ou de l'encouragement de la promotion de la production touristique nationale, du tourisme interne et d'autres actions qui peuvent être menées sectorielles et macroéconomiques. Et des dividendes, des IDE aussi? Non, je ne pense pas que cette question soit à l'ordre du jour parce que, comme vous le savez, c'est-à-dire stopper ou bloquer les dividendes, les dividendes constituent une opération courante. Oui. Une opération courante. Le Maroc a souscrit déjà en 1993 à l'article 8 des statuts du FMI, selon lequel le Maroc s'engage sur la libéralisation des opérations courantes. Donc le Maroc ne peut pas le faire. Et ce n'est pas à l'ordre du jour parce que les dividendes sur les IDE représentent dans les meilleures années 2% de nos dépenses en devises. Et donc nous avons d'autres marges de manœuvre qu'on pourrait utiliser pour ne pas toucher à ce paramètre-là. Très bien. Omar Bakou, si vous permettez, nous allons passer aux questions des internautes. Et justement, puisque vous avez parlé de flexibilité de l'économie marocaine, la première question de Hicham, toujours via Facebook, est relative à cette question de flexibilité du dirham. Est-ce qu'un nouveau petit élargissement de la bande de fluctuation du dirham ne serait pas utile pour préserver nos réserves de change qu'une liste d'interdiction des importations, surtout que le pétrole est toujours bas? Non, bon, ça relève de la compétence des autorités marocaines et du ministère des Finances, mais je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour pour plusieurs raisons. Vous avez vu que l'évolution du dirham dernièrement, donc il y a eu une baisse dans les 3 premiers mois, mais maintenant il y a une appréciation, donc flexibilisé dans un contexte où les avoirs, bien sûr, ils ont augmenté dans un contexte où on a tiré les LPL, etc. Mais bien sûr, la manipulation du taux de change, généralement, n'est pas utilisée dans un contexte de crise intense. Parce que déjà, il y a un problème
de conjoncture internationale, il y a une baisse importante de la demande, mais il y a quand même une chute ou une baisse de la production, donc un petit appauvrissement de la population, et flexibiliser dans le contexte, par exemple, au cas où il y aura une baisse du taux de change, ça va impacter les prix internes. Je ne pense pas que ce soit le bon moment, notamment pour ces multiples raisons que je viens de citer. Très bien. Dernière question, Youssef, qui pose la question suivante. Le maintien d'un niveau de réserve de change sécurisant exige-t-il une politique de change moins flexible et une politique commerciale plus protectionniste? Peut-être je ne sur pense cette pas, question parce de que, politique commerciale plus protectionniste. vous savez, l'une des questions sur lesquelles il y a un consensus entre les économistes, c'est la question du libre-échange. Mais bien sûr, quand on dit libre-échange, ça reste un concept, on peut tout y mettre. Maintenant, c'est vrai que le libéralisme, donc nous avons des accords avec l'OMC, c'est-à-dire on est membre, etc. Et bien sûr, on peut agir sur ce levier, mais on n'agira pas avec des moyens de restriction quantitative, mais des moyens qui sont possibles et qui sont tolérables, notamment l'utilisation de tout ce qui est permis par l'OMC, notamment les procédures anti-dumping et d'autres mesures intelligentes, et non pas, c'est-à-dire de revenir au protectionnisme qui ne donne rien du tout, donc qui est stérile. Donc, parce que vous baissez vos importations, il y aura des mesures de riposte d'autre part. Et bien sûr, quand on parle aujourd'hui dans une économie mondialisée de production interne, nous avons besoin de biens intermédiaires, etc. Donc la question n'est pas aussi simple pour pouvoir, je dirais, mener ce genre de politique qui, in fine, donc, sont stériles et sont inefficaces. Merci beaucoup, Amal Bakou, d'avoir répondu aux questions de Médien TV, nous avoir éclairé sur cette question de politique de change au Maroc. Merci. Je vous en prie, Khadija. Voilà, c'est la fin de Questions Écho. Je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Je vous retrouve, Inch'Allah, lundi à 21h. D'ici là, prenez bien soin de vous.